Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un jour et un horaire un peu différent d'habitude pour les interviews Livio Dharma. Aujourd'hui, j'ai la grande joie, l'honneur d'interviewer Emma Cruzy qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Je vais donc la laisser me faire une demande quand elle sera connectée. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en live, ceux qui nous regardent en replay. On va parler dharma à travers le parcours de vie d'Emma aujourd'hui. Je pense que ça va être encore un épisode riche en échanges, en sagesse. Ouais, moi, en tout cas, ils me nourrissent énormément. J'espère qu'ils vous plaisent autant qu'à moi. Bonjour Emma, je vois qu'elle nous a rejoint. Je te laisse m'envoyer une demande pour rejoindre le live. Et donc, on va... Voilà. J'ai pas mis de micro. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour Emma. Hello, bonjour. Ravie de te rencontrer. Est-ce qu'on m'entend Ben, bien? moi, je t'entends bien. Je ne sais pas si on m'entend bien. Moi, je t'entends très bien aussi. Ok, super. J'ai pas mis les trucs dans les oreilles Pareil. aujourd'hui. Je suis en pause. Eh oui. J'imagine que tu les as une bonne partie de la journée. Bon, Merci pour l'invitation. Et puis, bah oui, bon appétit à toutes celles et ceux qui mangent maintenant. tout à fait. C'est bien faire ça pendant le lunch. On tient compagnie. C'est ça, c'est ça. Même si c'est mieux de manger sans écran, on est d'accord. Mais pourquoi pas manger en s'inspirant aussi, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, moi, c'est l'intention que je pose avec chacun de ces lives. Où on parle dharma. Donc, je ne sais pas si tu es familière, toi, avec ce thème du dharma. Euh, Ben oui, c'est vrai qu'on ne me ouais, connaît pas trop sur le côté spirituel. On me connaît plus avec des coups de gueule ou sur les sujets de la médicalisation qui sont mes grandes passions. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'entretiens une vie spirituelle extrêmement riche depuis plus de 20 ans. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, on ne peut pas arriver là, au milieu des loups, à dire ce qu'on a à dire et puis y aller les mains dans les poches, c'est impossible. Donc, oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation d'ailleurs, parce que ça me parle beaucoup et j'ai pas trop l'occasion sur mes canaux d'aller dans ces sujets-là pour le moment, parce voilà, on avait du pain sur la planche au front pendant 2 ans, mais c'est hmm. très chouette. Je suis heureuse d'être dans cette dynamique aujourd'hui avec toi. Ah, génial. Merci encore infiniment d'avoir accepté. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que je lance des bouteilles à la mer. Ces demandes d'invitation à des personnes qui m'inspirent et qui incarnent ce que vivre son dharma signifie à mes yeux, en tout cas. Et je suis toujours étonnée, émerveillée et honorée de voir les personnes qui me répondent à l'affirmative. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets avec toi. Donc, juste pour remettre un tout petit peu de contexte pour les personnes qui découvrent ces lives aujourd'hui, le dharma, en fait, c'est un thème qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, donc les textes anciens qui peuvent avoir jusqu'à 5000 ans, qui a différentes traductions, souvent en française. Ce qui ressort beaucoup, c'est mission de vie. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces interviews, c'est que moi, je suis prof de yoga et coach et j'aime beaucoup accompagner sur cette thématique de mission de vie, mais que j'appelle du coup moi dharma parce que je trouve que ce terme de mission, il est un peu lourd et chargé. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que moi, pendant longtemps, je cherchais du sens et pour autant, je me disais, mais je suis qui pour avoir une mission? Je me sentais toute petite. Or, ben, maintenant, j'ai compris qu'on a tous une mission dans le sens où on s'est incarné. Donc, on a des choses à faire ici, on a une vérité à exprimer, on a des élans du cœur à suivre. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est justement ça qui est génial. Donc, j'essaye autant que possible d'inviter des personnes au parcours différents, même si souvent, c'est des personnes qui me ressemblent un petit peu parce que bah, y a forcément des effets de résonance. Mais voilà, vraiment, j'insiste sur le fait que ces interviews sont là pour inspirer et que c'est pas parce qu'on n'a pas le parcours de vie d'Emma Cruzy qu'on peut pas vivre son dharma, en fait. On a tous des choses qui résonnent en nous. Et, euh, et voilà, et c'est tout un apprentissage d'écouter justement ce qui nous fait vibrer.
parce qu'on ne nous l'apprend pas dès tout petit et dès la naissance, puisque je suis sûre que la naissance va revenir dans la conversation d'aujourd'hui. Donc voilà pour un peu de contexte. Moi, donc, je t'ai découvert il y a 2 ans quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à tout ce qu'on nous servait sur le plateau de l'information. Et ça me, ben voilà, tes prises de position, je les trouvais très courageuses dès le début. Donc voilà, pour moi, ça fait aussi partie de vivre son dharma, d'avoir le courage d'exprimer sa vérité. Et j'ai souvenir aussi dans quelques-unes de tes interventions, j'ai adoré tes interventions avec Sylvain Laforêt qui m'ont redonné goût à l'histoire. Et j'ai souvenir de certaines fois où justement tu mentionnais replacer l'église au milieu du village. Donc je pense que inconsciemment, je sentais que tu avais une sensibilité pour une spiritualité aussi qui peut prendre plein de formes différentes. Moi, ça passe à travers le yoga. J'ai compris, j'ai eu la chance de faire ma toute première formation en Inde et de comprendre que c'était tellement plus que juste des étirements sur un tapis, mais vraiment une philosophie de vie. Tu rentreras peut-être dans les détails de ta spiritualité. J'insiste toujours sur le fait qu'évidemment, tu partages ce qui te vient spontanément et ce que tu as envie de partager. Et si c'est OK avec toi, on va peut-être revenir un petit peu sur ton parcours pour comprendre en fait comment tu en es arrivé à vivre ton dharma, si tu as cette sensation-là aujourd'hui, et quelles ont été les étapes de ta vie qui t'y ont mené. Waouh! Alors en fait, la vidéo, elle va durer combien d'heures? Dis-moi juste combien d'heures on a. Ouais, non, en général, Mais j'essaie de faire 1 heure. Ouais, je je vais sais. synthétiser, les amis. Ouais. Je vais synthétiser parce que j'ai pas l'exclusivité de la souffrance, mais j'ai envie de dire que l'être humain n'avance que dans la souffrance. Et on a vu, en 2 ans, des gens se sont révélés vraiment à eux-mêmes et des gens se sont écroulés avant de se révéler. Parce que, tu vois, il y a une chose que j'aimerais dire en préambule avant de parler de moi, c'est que souvent on se dit, mais pourquoi ça a l'air plus facile chez les autres? Ça a l'air toujours plus simple chez les autres. Parce que l'être humain, il a un mauvais défaut, c'est qu'il se compare toujours. Et il pense que c'est plus simple chez l'autre, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et j'en profite aussi pour dire que sur Instagram, on est vraiment dans le réseau social le pire pour la comparaison, parce que moi, je dénonce l'effet des filtres à outrance et toutes ces gadgets qui sont jolis quand on les utilise en s'amusant, mais qui doivent être utilisés en pleine conscience et surtout regardés en pleine conscience par les gens. Parce que quand on regarde des femmes ou des hommes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que pour eux, c'est plus simple, qu'ils n'ont pas de problème, que tout va bien. Mais il y a des gens qui m'ont vu accoucher à la maison et puis qui disent waouh, pour Emma, c'est facile. Les gens n'ont pas vu les trous noirs que j'ai vécu énergétiquement, ils ne voyaient pas les égrégores qu'on se prend quand même, parce que c'est d'une violence absolue. Moi, j'ai une équipe derrière qui travaille sur mes corps énergétiques pour te dire à quel point on a dû se blinder. Parce que, voilà, je le précise parce que, voilà, on pense toujours que c'est plus facile pour les autres et puis que nous, on est au fond du trou alors que les autres, ils sont bien. C'est juste que, en fait, on a tous, j'aime bien imager ça comme ça, un moment de floraison. Et c'est comme les fleurs, tu peux planter des jonquilles, si c'est pas le moment pour elles de fleurir, elles fleuriront pas. Donc, on parle beaucoup de semer des graines, mais il faut aussi comprendre que chacun a son jour de floraison et qu'on peut rien y faire. C'est pour ça que quand j'ai fait une formation que j'ai mis en ligne l'année passée qui s'appelle Déclic, eh bien, c'était vraiment le titre choisi sur mesure parce que toutes les phases, en tout cas de ma vie, qui m'ont vraiment donné des outils forts n'ont pas été des phases où j'ai compris mentalement les choses. Ça, c'est, on va dire, la chose nécessaire, évidemment, pour grandir. Mais ce sont les phases d'intégration qui nous échappent complètement. On ne peut pas les maîtriser. C'est-à-dire que tu peux marcher dans la rue et puis un jour, hop, tout ce que tu sais depuis longtemps, c'est intégré en toi, ce qu'on appelle le déclic, et tu ne reviendras plus jamais sur ces problèmes de ta vie. Mais après, tu vas aller sur d'autres. Mais c'est comme ça qu'on gravit les escaliers, les échelles, enfin, peu importe l'image qu'on veut se donner. Moi, j'ai toujours l'image d'un chemin. Et c'est vrai que pour moi, ça a commencé par un choc violent quand j'avais 18 ans. Et quand ta vie est un peu normale, j'ai envie de dire, j'étais ce qu'on appelle en France le lycée, en train de faire mon bac. Et puis,
du jour au lendemain, mon père se retrouve avec une hémorragie dans une partie de son cerveau qui fait que quand on ne sait pas ce que ça fait comme symptôme, c'est hyper impressionnant, hein. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est vraiment l'ordinateur du corps et il commande tout. Donc, j'ai vu une figure paternelle complètement handicapée d'une seconde à l'autre et on s'est retrouvé dans les hôpitaux, évidemment, avec tout ce que ça engendre au niveau vital, pronostic, bagarre, parce qu'il n'y avait pas assez de machines, d'IRM pour faire les examens. Donc, en fait, ce qui a été dénoncé pendant le Covid avec les lits d'hôpitaux qui n'étaient pas suffisants, les sous-effectifs, etc., ça fait des décennies que ça existe. Moi, en tout cas, j'ai fait les couloirs des hôpitaux pendant 10 ans et je peux te garantir qu'à Genève, qui est quand même pas le quart monde, on s'attend quand même à voir des hôpitaux en bon état. Mais tout est dégradé depuis des décennies, c'est pas nouveau. Donc, moi, ça a commencé comme ça, en fait, avec un premier choc où tous mes repères, hein, d'ailleurs, ce mot aussi, un repère, moi, j'ai eu vraiment l'image du père qui s'est écroulé, où, voilà, tout s'est effondré. Et à partir de là, j'ai vécu l'impuissance. Et l'impuissance, c'est très formateur dans la vie parce que ça va nous amener dans ce que certains appellent l'intolérable. On ne peut pas vivre l'impuissance de façon gaie et fluide. Donc on est obligé d'aller. Alors, on a le choix, hein. Moi, je suis vraiment pour le libre arbitre. Je me dis toujours, ok, on a le choix soit de se détruire, d'aller se mettre dans des drogues et puis essayer de fuir mentalement tout ce qu'on vit, ou alors on veut rentrer dans cette souffrance. Et un des chapitres de ma formation Déclic, le 8e, s'appelle Donner du sens à ces souffrances. Et en fait, ma vie, elle a été comme ça pendant quasiment 20 ans. Chaque fois que j'avais terminé avec une souffrance, il y a une autre qui arrivait. Donc, il y a eu effectivement beaucoup de suivi. Il y a eu à peu près 13 épisodes d'hémorragie cérébrale que j'ai suivis pour effectivement essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau. C'est vrai qu'on se disait, mais comment fait-il qu'il ait encore envie avec tout ce qu'il vit? Donc évidemment, tu vois quelqu'un que tu aimes se dégrader, c'était vraiment très formateur pour moi, pour apprendre aussi à faire un deuil d'une personne même encore en vie. Ensuite, ma sœur qui avait l'amour de sa vie, qui est mort aussi en montagne, il passait son guide à Chamonix, donc rebelote avec encore une expérience de mort illogique encore, parce que c'était quelqu'un qui avait 24 ans à l'époque, donc ça a été aussi une profonde violence en moi, qui suis extrêmement sensible. Et puis ensuite, après, j'ai connu aussi des personnes dans mes rapports privés qui étaient dans la manipulation, la perversion. Donc finalement, j'ai toujours été passionnée de psychologie et j'ai eu la chance, entre guillemets, de tomber sur de gros obstacles très vite. Ce qui fait que ça m'a formée très vite. Et j'ai eu des outils sur mon chemin que j'ai été chercher un peu à gauche, à droite, à travers les pays, les cultures aussi, parce que, tu vois, on parle d'hindouisme indirectement avec le dharma et l'Inde est un pays, en tout cas, pour moi, qui a énormément compté dans ma spiritualité, puisque j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, les livres de Osho Rajneesh qui m'ont vraiment enchantée à une période où, effectivement, je vivais chez moi, j'ai toujours été très solitaire. Et je me souviens que ma vie a complètement changé en 2005, donc ça fait plus de 15 ans maintenant, quand j'ai éteint ma télévision. Ce jour-là, ça a été pour moi une révélation, parce que j'ai compris que la mauvaise nouvelle fait vendre. À partir de ce moment-là, j'ai compris que la seule chose qui était importante pour les fabricants de mauvaises nouvelles, c'était mon attention. D'ailleurs, en anglais, on dit to pay attention, hein, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce que j'arrête pas de rabâcher à tout le monde, que ce que les gens ont de plus précieux, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur argent, c'est leur attention. Et quand les gens auront intégré ça, quand ils auront eu ce fameux déclic, leur vie va changer. D'ailleurs, on est en train de préparer une vidéo là-dessus avec Pascal sur le mode court-métrage pour que les gens aient ces outils en main. Parce que quand sera mis en place le revenu universel, les gens comprendront qu'effectivement, ce n'est pas leur argent ce qui est le plus précieux. C'était leur soumission via tout un processus de programmation qui se fait à travers l'attention qu'on accorde à peu importe quel écran, peu importe quelle source ou canal de... Avant, c'était la radio, c'était un peu moins efficace, mais ça marchait quand même.
d'informations. Donc voilà, en gros, pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui, ça a été une suite d'événements difficiles, évidemment, mais encore une fois, je pense que c'est le point commun que toutes les personnes ont qui vivent, on va dire, le plus proche de ce qu'on peut imaginer être un peu la sérénité, même si pour moi, ça reste encore une oasis inconnue, parce qu'on touche des moments de sérénité dans la vie. C'est pas pareil. C'est pas pareil que de vivre serein. C'est très difficile. Pour moi, ça va être, je pense, le gros challenge de ma vie parce que j'ai un mental qui fonctionne beaucoup trop. Et je suis toujours en train de réfléchir, de réfléchir. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que si je dois résumer vite ce parcours, c'est ça. C'est d'être le plus proche de la mort possible permet de se connecter à l'essentiel. Et là, on va vite. On prend l'autoroute, comme je dis, parce que c'est vrai que certaines personnes euh, dépriment, vont pas bien, et quand on regarde leur vie, on se dit, mais en fait, elles ont tout pour aller bien. Elles ont tout pour aller bien. Donc, pas de maladie, pas de problème, de gros problèmes apparents dans leur relation, une belle maison, bon, beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens qui sont extrêmement fortunés, mais qui ont une vie absolument abominable. Et en fait, à chaque fois, je me dis, quand j'entends leurs problèmes, ce qui leur manque, c'est d'avoir conscience de ce qu'est l'essentiel, de conscience qu'ils pourraient mourir maintenant. Et finalement, je crois que c'est la bonne nouvelle de ces 2 ans qu'on a passés, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que leur vie n'avait aucun sens. Alors c'est dur au début, hein. C'est sûr que c'est pas simple. Et on passe toujours par des phases, comme l'a bien expliqué Elisabeth Kubler-Ross, qui a travaillé sur les gens en fin de vie, qu'on a repris d'ailleurs avec Philippe Bobolin dans une vidéo bonus qui s'appelle La vallée des larmes, qu'on peut retrouver sur notre site emmacruzy.com. C'est tout ce processus où on arrive en bas du gouffre, on est obligé de passer par la colère, toutes les émotions négatives pour enfin, après, remonter. Donc, voilà, je pense que malgré tout, on a de quoi être optimiste, peu importe notre parcours, si, si on arrive au moins à, on va dire, à admettre qu'on a besoin de sens dans sa vie et dans ses souffrances. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je ne vais pas plus approfondir sur mon parcours parce que c'est vraiment trop long. Ouais. Non, mais l'idée, c'était en fait d'utiliser ton parcours en filigrane de cette interview. Donc, merci déjà d'avoir partagé tout ça. Tu as déjà plus ou moins répondu à une de mes questions qui est justement, souvent je demande quelles ont été les épreuves en fait que vous avez traversées et qui font celles que vous êtes aujourd'hui ou que tu es aujourd'hui. Euh, parce que oui, comme tu l'as dit, bah, c'est souvent dans la difficulté qu'on se révèle à nous-mêmes et sans épreuve, et ben, on n'a pas forcément conscience des ressources qu'on a, des forces qu'on a. Et ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, moi, je trouve toujours très, très intéressant de revenir sur ces épreuves-là. Et quand tu arrives à avoir le recul suffisant pour ben, justement réaliser ce que ces épreuves t'ont appris et donné, ben, c'est magnifique. Et donc, ben, merci de partager tout ça et de montrer à quel point, ben, finalement, ouais, de réaliser à quel point la vie est fragile et qu'on va tous mourir un jour et que quand on réalise ça pleinement, c'est sûr que chaque jour prend une toute autre saveur. Euh, Attends, il y a tellement de choses sur lesquelles je voulais rebondir. Il y en avait une autre. Bon, ça m'a échappé là comme ça. Pour juste revenir un petit peu sur ton dharma à toi. Euh, Souvent, j'aime bien les invités se laisser se présenter. Et souvent, quand on demande bah, qui es-tu dans nos cultures, ça se traduit souvent très rapidement par que fais-tu et c'est OK. Parce que bah, voilà, on est dans une société du faire aussi aujourd'hui. Et ce sur pourquoi je voudrais que tu reviennes là-dessus, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est en fait venir toucher du doigt le pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vois, l'essence qui est derrière chacune de tes actions, justement, ces actions qui sont alignées à ton dharma, donc à ce qui t'anime, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te fait lever le matin, à ce qui t'enthousiasme, à ce qui te attise ta curiosité, parce que quand on cherche des pistes et qu'on se dit mais c'est quoi mon dharma, mais suivez tout ça en fait, suivez ce qui vous met en joie, suivez les épreuves que vous avez traversées parce qu'elles vous donneront aussi sûrement des indices. Donc voilà, est-ce que tu pourrais, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas aujourd'hui, nous dire
qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Tu as évoqué certains de tes programmes en ligne, certains de tes projets, je ne sais pas si on peut appeler ça cinématographique, en tout cas dans la vidéo. Voilà, et puis ensuite venir vraiment à l'essence derrière, qui se trouve derrière chacun de tes projets. Alors, ce que je dis aujourd'hui publiquement, enfin depuis 2020, sur les réseaux, je le dis depuis des lustres dans mon cercle privé. On va dire que la différence est que maintenant, il y a plus de gens qui entendent ce que j'ai à dire qu'avant. Mais mon discours, il n'a pas changé. Il évolue en fonction de ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, parce que je suis sans cesse en train d'essayer de comprendre dans quel monde on vit. Donc, en gros, qui je suis, je n'y répondrai jamais. Je n'ai pas la prétention de savoir. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une émotion, un sentiment que je ne supporte pas, c'est celui qui est créé par le mensonge. Alors, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, un mensonge, ça peut faire beaucoup de choses quand c'est lancé dans la mare. Mais j'ai une profonde attirance pour la justice. Plutôt, j'ai envie de dire la justesse maintenant. J'avais une profonde attirance pour la justice jusqu'en 2020. Et après avoir fait des recours et des recours avec des avocats contre toutes ces absurdités, eh bien, je me suis rendu compte que quand on est dans la justesse, on n'a plus besoin de la justice. Ça mériterait une vidéo à part. Mais on va s'arrêter là en ce qui concerne cette différence. C'est sûr que ce besoin, pour moi, de vérité, il n'est pas nouveau. Mélangé à ce qui me passionne depuis que je suis enfant, c'est la médecine, puisque mon livre de chevet, assez vite, c'était l'encyclopédie médicale. Alors je me souviens, je regardais, il y avait des images, des photos dégueulasses, avec des trucs abominables, des maladies improbables. Et moi, je m'endormais en regardant ça. Alors, c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours été un peu bizarre en fait. J'ai toujours été un peu particulière dans mon monde. Voilà, on va dire ça comme ça, avec beaucoup d'imagination. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé inventer des contenus. Enfin bref. D'ailleurs, je dis toujours à ma fille, l'aînée qui a 8 ans, tu préfères être celle qui regarde les dessins animés ou celle qui les crée, celle qui les imagine. Et pour elle, en fait, c'est devenu un jeu d'imaginer des scénarios et d'inventer des histoires qu'après elle met en scène. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un bon moyen pour essayer de calmer un peu le jeu avec les écrans, même si moi, je ne peux pas y échapper parce que c'est mon travail. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée assez vite. Alors, il y a une chose qui est importante à dire aussi, c'est que j'ai assez vite remis en question l'école et comment tout ça fonctionnait. Quand on apprend à s'ennuyer, je dis bien quand on apprend à s'ennuyer dans la vie, on a la place pour réfléchir et poser les questions. Donc, je dis toujours aux gens, posez les questions au lieu d'y répondre. Apprenez à poser des questions, si possible les bonnes, mais plus vous posez des questions et plus vous allez arriver assez vite aux bonnes questions qui enclenchent les bons raisonnements. Parce que quand on fait que apprendre par cœur pour recracher un morceau, pour avoir de bonnes notes, pour avoir de bons diplômes, sans juste une seconde se dire, mais en fait, à quoi ça sert tout ça? On parle de ça dans Déclic, on parle que de ça, de remettre tout en question. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre. Eh bien, effectivement, on se dit, mais tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens si je ne mets pas les choses dans le bon contexte. Alors, effectivement, eh bien, moi, je me retrouve là aujourd'hui à parler de toutes les aberrations, du discernement. Quand on a du discernement, ça nous permet aussi de mettre l'église au milieu du village. Mais tu vois, ce qui me représente le plus, j'ai envie de dire, c'est d'être loin de chaque image. Alors, j'explique ce que je veux dire. Quand tu as la tête proche d'un tableau, eh bien, si tu as ça d'un tableau, tu vois juste une couleur. Hein? Tu vois la couleur, mettons, tu regardes, c'est très parlant si tu regardes un tableau très grand avec un bouquet de fleurs. Donc, si tu vois un bouquet de roses, tu vois juste un peu de rose. Et si tu recules de 2-3 mètres, tu commences à voir une rose apparaître. Et si tu recules de 10 mètres, tu commences à voir un peu plus. Mais si tu recules suffisamment loin, tu vois qu'en fait, c'est une énorme marée de roses. Et le tableau est toujours le même, c'est juste ta perception qui est différente parce que tu as pris assez de recul. Ouais.
Donc en fait, euh, ce que je trouve intéressant finalement, et je pense que c'est là ma place dans ma vie, contrairement à vivre de sa passion, ce qui a toujours été mon cas pendant 17 ans. Je rappelle que j'ai fait 17 ans, mon travail, c'était de dessiner, de le design. Moi, je dessinais des chaussures pour femmes en Italie, donc j'étais dans un milieu complètement différent. Mm. Et la mode m'a toujours profondément ennuyée parce que je trouve ça d'une superficialité hallucinante. Mais je faisais mon travail avec la recherche de l'artisanat et des valeurs humaines, donc je faisais différemment. Sauf que ça, c'était une passion, une de mes nombreuses passions. Quand on est en train de vivre son dharma, pour imager vraiment, en tout cas vis-à-vis de ta question, on n'est pas dans une passion, on est juste à la seule place qui est faite pour nous. Il n'y en a pas d'autre. C'est la place parfaite pour nous. C'est Ça ça. ne veut pas dire que si on fait autre chose, notre vie va être terrible. Ça veut juste dire que quand on est à sa place, l'univers, il est parfaitement aligné et tout est fluide. Donc, il y a moins, ça croche moins sur les besoins primaires, en fait. Parce que ça va. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème dans le quotidien. Ça veut juste dire que manger, être en sécurité, avoir chaud, ça c'est OK, l'univers s'en chargera. Et donc, voilà, je me retrouve à, à regarder ce tableau de rose avec tellement de recul que aujourd'hui, ce qui m'anime et ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire que je vais partager cette vision, ce que je vois. J'ai envie de le partager avec les gens et ce qui me met un challenge énorme, c'est de descendre de ma petite bulle. Et Pascal m'aide beaucoup là-dedans pour me synchroniser sur les gens afin qu'ils comprennent l'ensemble. Parce qu'on leur a pas appris ça à l'école. Moi, ça fait plus de 20 ans, même depuis que je suis enfant en fait. Je voulais être philosophe quand j'étais enfant. J'ai toujours questionné, je me suis toujours posé des questions. On me disait toujours, ah c'est bon, elle est repartie, Max, ces questions sur, je sais plus comment les gens disaient, mais j'avais un copain qui me disait toujours, oui c'est bon, les grandes questions existentielles. Et puis, pendant que tout le monde allait se bourrer la gueule quand j'avais 18 ans, bah, moi, je ne buvais pas, j'étais avec ma musique, j'ai toujours été passionnée de musique. Et donc, je mettais mes musiques dans mes oreilles et puis je réfléchissais. Alors voilà, donc finalement, maintenant, je mets à profit mes réflexions à travers des coups de gueule, certaines fois, à travers des formations, des livres. Et puis voilà, disons que tout est relié. C'est pour ça que je parle vraiment du tableau, parce qu'on peut me voir sur certains sujets. Après, on peut se dire, mais finalement, quel est le rapport, par exemple, avec la naissance? Mais tout est lié, parce que le fonctionnement du monde n'est pas séquencé. Et ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. On spécialise les gens en disant, bah, toi, tu vas faire médecine, toi, tu vas faire plombier. Toi... Et puis chacun est dans son petit coin, plus personne réfléchit. Et puis à la fin, quand on demande à quelqu'un en 2021, qu'est-ce que tu penses de cette crise? Il va te dire, moi, je sais pas, je suis pas médecin. Et puis le médecin, il va dire, bah, moi, je sais pas, je suis pas l'OMS. Enfin, personne ne sait au final, parce que tout le monde est complètement coupé de son discernement parce que les gens n'ont plus d'intuition. Et tout ça, c'est lié. L'âme, l'esprit, tout est lié. Et quand on entretient tous ces corps, on a plusieurs corps, eh bien, on arrive à avoir une vision claire. Et là, je pense que c'est ma place de réunir toutes les choses et puis d'essayer d'en faire quelque chose de digeste pour les gens. Parce que souvent, tu parlais de l'histoire avec Sylvain Laforest. Moi, j'ai toujours détesté l'histoire, ça m'emmerdait à fond. À l'école, déjà à l'école, j'ai passé des années à m'ennuyer. Pour moi, c'était trop lent, il fallait aller plus vite. Je dis toujours que je suis très impatiente et puis je me disais toujours à quoi ça sert de perdre du temps à expliquer des choses inutiles. Allons droit au but. Et, et l'histoire, pour moi, ça faisait pas sens qu'on m'apprenait à l'école. D'ailleurs, j'étais la seule de la classe, j'avais pas la moyenne. Ça m'emmerdait d'apprendre des choses par cœur et des dates. Je me disais, mais à quoi ça sert? Et finalement, bah, effectivement, ça sert à rien. Ça sert juste à nous apprendre à apprendre par cœur sans questionner. Et quand j'ai rencontré Sylvain, donc, qui m'a fait la confiance de me donner son manuscrit avant qu'il sorte de Guerre et mensonges, parce que je me suis retrouvée en juillet 2020 avec son manuscrit, je me suis retrouvée à comprendre pourquoi, quand une guerre éclatait, peu importe le pays qui gagnait, de toute façon, ceux qui avaient enclenché la guerre étaient gagnants. Ouais. Et là, ça a donné du sens pour moi à tout ce que j'avais pas compris dans l'histoire, et c'est relié parce que effectivement, bah, l'humain, on va dire, il a toujours la carotte financière derrière, et c'est ce qui anime tous les processus
du monde dans lequel on vit. Et d'avoir une vision à long terme fait qu'on peut justement donner du sens aussi à sa vie, parce que finalement, quand on se dit le jour où je vais mourir, ce moment-là, je serai en paix avec moi-même parce que je n'aurai pas de regrets. Là, on se dit, ok, j'y vais. Je fais ce que j'ai à faire et puis je me laisse guider d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup trop de temps, qui se retrouvent à 60, 80 ans et qui se disent, merde, j'aurais dû oser. Peu importe quoi. Et voilà, en fait, je pense que je ne pourrais jamais répondre à qui je suis, mais je peux peut-être commencer à répondre à quoi je sers les autres. Parce que pour moi, c'est ce qui prémunise du suicide, c'est quand on se dit qu'on peut changer la vie de quelqu'un. En quoi je peux changer la vie des autres? Ça n'a rien à voir avec l'ego, ça a à voir avec ce qu'on a d'humain en nous, en fait. C'est uniquement ça. Voilà, j'arrête parce que je suis capable de parler toute seule pendant 1 heure. Ouais, non, mais c'est tellement intéressant. Et puis, ça vient exactement répondre à ma question. Et là, tu viens de toucher du doigt quelque chose de très important parce que souvent, ce qui revient dans ces interviews, c'est que ben, vivre son dharma, ça veut dire avant tout se connaître. Donc, ben, ça peut vouloir dire prendre du temps pour soi. Ouais, et pour certains, c'est un peu se regarder le nombril. Et moi, j'aime bien rappeler qu'au contraire, c'est tellement important de prendre ce temps de se connaître pour justement avoir le discernement nécessaire pour voir ce qui est juste ou non pour nous. Et qu'une fois qu'on trouve justement cet appel, ce vers quoi on a envie d'aller parce que ça nous nourrit, nous, en fait, une fois qu'on est nourri, on n'a pas besoin de quantité. Tu sais, il y a cette image du singe, je ne sais plus ce que c'était, j'avais vu passer ça, où il y a que l'être humain, en fait, qui accumule, que si les singes accumulaient toutes les bananes, enfin, le singe en question serait châtié du groupe. Bref, là, une fois qu'on est nourri intérieurement parce qu'on fait quelque chose qui nous met en joie, qui donne du sens à notre vie, et ben en fait, tout le reste, on va pouvoir le dédier aux autres. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment altruiste de vivre son dharma. Et je suis convaincue qu'il y a une personne qui disait qu'une belle traduction du dharma, souvent c'est mission de vie, mais ça peut être, évidemment ça m'échappe là, contribution à l'univers, ça peut être contribution à l'humanité. Et pour moi, c'est très lié. Et ben, parce que aussi dans la philosophie du dharma, du yoga, on part du principe que nous sommes tous un et tous liés les uns les autres, et que plus on prend soin de nous et on est à l'écoute de ce qui est juste pour nous, et ben plus on va pouvoir affecter les autres autour de nous. Donc voilà, c'était un petit point de clarification que je voulais faire. Mais je pense que ouais, pour moi, ta valeur principale, c'est évidemment la justesse. Et pour moi, c'est ce qui ressort à travers tout ce que tu proposes. Tu veux rebondir là-dessus? En fait, tu sais, je pense qu'il y a eu aussi tout ce phénomène de personnes qui essaient de donner un sens à leur vie, de trouver leur mission de vie. Et je pense qu'effectivement, avant de se pencher là-dessus, je pense qu'il faut déjà se pencher sur son entourage, sur ce qui fait qu'on... Quel est le... Je parle souvent d'hygiène hein, de l'entourage, parce que le cercle social, c'est très important. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu pendant 2 ans nous permet aussi de faire un état des lieux, parce que ça a révélé la vraie nature de beaucoup de personnes. Alors, j'ai envie de juste me permettre de dire aux personnes qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions, on est tous polytraumatisés avec ce qui vient de se passer. Hein. Une personne qui n'a pas été préparée à ça, ça laisse beaucoup de dégâts. Il ne faut pas minimiser ça, hein, parce que quand les mesures vont être levées, les mesures sanitaires, les gens vont vouloir oublier et commencent déjà à vouloir oublier. Sauf que le problème, c'est que reconstruire sur quelque chose de cassé, ça va péter à la prochaine. Parce que prochaine, c'est pas à savoir s'il y aura, c'est quand il y aura. Et il faut utiliser ce qu'on vient de vivre comme une opportunité pour s'armer intérieurement.
voilà, je dis ça parce que le cercle social est ultra important. Il y a des gens vraiment toxiques hein, qui ont été, on va dire, identifiés par beaucoup de gens. On voit, hein, parce qu'on est des personnes on échange beaucoup avec les personnes qui font nos formations déclic et combien de personnes nous ont dit waouh, combien ils divorcent, combien ils divorcent. Donc vraiment, je dis pas ça pour encourager les gens à divorcer, mais pour en tout cas oser se questionner par rapport à leur choix dans leur cercle social. Parce que les gens n'ont pas appris à s'autoriser à être qui ils sont, à s'autoriser à dire stop. Ça, c'est vraiment quelque chose maintenant, ça devient vital. Vital avant de penser à sa mission de vie. Déjà savoir que c'est une hygiène, parce que tout est énergie, donc de vivre en permanence avec des gens toxiques qui nous ramènent vers le bas, qui sont toujours en train de broyer du noir, et puis voilà, ça, c'est pas possible. Et en même temps, vivre tout seul sur son rocher, ça n'amène pas grand-chose. C'est bien pour déclencher certaines réflexions, mais après, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Into the Wild. Je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois, et c'est l'histoire vraie d'un jeune homme qui quitte tout parce qu'il ne supporte pas la civilisation dans laquelle il vit, de surconsommation, et qui va vivre dans le sauvage, justement Into the Wild, ça veut dire dans le sauvage, en Alaska. Jusqu'au jour, donc il vit tout seul, il doit même tuer lui-même les bêtes à manger, etc. C'est vraiment en mode survive. Et il arrive à cette conclusion que je dis maintenant et que je n'arrête pas de dire tout le temps, c'est que le bonheur n'est réel que partagé. Donc, en fait, ça, voilà, c'est toute une façon de vivre, c'est tout un style de vie, et effectivement. Je pense que quand on est tourné dans un premier temps, vers ses limites et vers son propre respect, se dire voilà, ça c'est terminé, je ne joue plus à ce jeu, stop, je m'autorise à être qui je suis, je m'autorise effectivement et j'assume, je prends mes responsabilités, parce qu'une fois de plus, on assiste à une civilisation d'enfants. On en est aussi à une génération où on nous a complètement déresponsabilisés. C'est toujours la faute de l'autre, c'est de la faute de la maîtresse, après c'est la faute de papa-maman, ensuite c'est la faute des copains, c'est de la faute du patron, c'est de la faute des employeurs, des dirigeants. En fait, c'est de la faute de toujours tout le monde sauf nous. Et oui, c'est ça. Et il y a toujours un grand principe, en tout cas dans le management, moi j'ai étudié ça aussi pendant de nombreuses années, c'est qu'on a les équipes qu'on mérite. Donc un leader, un chef d'entreprise, un patron, peu importe, qui a des employés qui volent dans la caisse ou qui n'écoutent pas ou qui sont jamais là pour travailler, on dit qu'il a les équipes qu'il mérite parce qu'il a mal fait son travail de leader en fait. Hein. Et donc, ça apprend à être responsable du résultat des choses. Ça passe par là, on est obligé. Sinon, il faut accepter tout ce qui en découle. Donc, d'être dans des relations toxiques, d'avoir un travail qui ne nous plaît pas et de plus en plus. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est simple à mettre en œuvre. Évidemment que ce n'est pas simple, sinon le monde irait bien et tout le monde serait tranquille. Mais c'est comme ça. Et ça ne changera jamais, c'est une loi universelle. Donc, prendre ses responsabilités, c'est le départ pour aller bien. Et puis, savoir que chaque choix a un prix. Et qu'il y a un jour, on paye le prix de ce choix et c'est plus possible. Je donne un exemple tout simple qui parle souvent beaucoup de femmes. C'est souvent les femmes, donc plus de 80% des ruptures, c'est les femmes qui partent. Ça ne veut pas dire que les hommes sont heureux. Ça veut juste dire que les femmes, il y a un moment donné, où elles ont vu peut-être leur conjoint avoir des doubles vies, avoir je sais pas quoi, puis elles acceptent pendant des années. Et puis un jour, elles se lèvent et elles disent c'est plus possible. Maintenant, c'est plus possible. Parce qu'il y a un jour, il y a ce fameux déclic, où on ne veut plus payer le prix de ce choix. Et ce jour-là, c'est le début d'une transformation intérieure. À partir de ce moment-là, on peut commencer à être dans notre place. Et on touche. Et les personnes qui sont là avec nous maintenant, je pense qu'il y en a sûrement qui doivent se reconnaître dans ce que je dis. Dans ces moments-là, quand on quitte ce qu'on connaît, qu'on a mis des années à prendre sa décision, ça peut aussi être un travail, et qu'on le fait sans la peur, parce que c'est comme ça ne peut plus être autrement. Là, on touche à ce moment-là ce que j'appelle ces moments, justement, ces moments de liberté, parce qu'on ne peut pas être libre tout le temps, mais ces moments de liberté, et c'est là
c'est quand on est dans ce ressenti qu'on contribue au bien-être de l'univers. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que dans cette dynamique-là. Et ça libère vraiment de sortir de cette peur, cette fichue peur. C'est ce qui maintient le monde depuis des centaines de milliers d'années. C'est la peur. Ouais. C'est la peur. Excuse-moi, je vais juste ouvrir la fenêtre. Je suis en train de mourir de chaud. J'arrive tout de suite. Vas-y. Voilà. Hop là. Merci. Ouais. Non, de rien. Ouais, c'est... tu viens de me rappeler un épisode qui va sans doute te parler et qui résonne énormément avec ton terme déclic. Moi, j'ai passé presque 10 ans de ma vie à travailler dans le marketing aussi et à ne pas être satisfaite, à chercher ce que je pourrais faire d'autre et ne pas savoir. Et il y a un jour, il y a une phrase qui a fait « No more », c'est fini. Et vraiment, ça, ce même jour de déclic, quant à la phrase qui m'a été dite, je raconte souvent cette histoire, je dis j'ai l'impression que quelqu'un a allumé la lumière de ma vie et que pour la première fois, je réalisais qu'il y avait tous ces magazines de yoga par terre dans ma chambre et que toutes les fenêtres de mon ordinateur, c'était comment j'ai changé de vie, non, comment je me suis guérie de telle maladie en changeant mon alimentation, comment changer d'hygiène de vie m'a permis de blablabla. Bla bla. Et voilà, donc c'était juste pour vraiment rebondir sur cette notion de déclic que j'ai vécu personnellement et qui me parle énormément. Et ce jour-là, en fait, j'ai quitté mon boulot et j'ai décidé de partir 6 mois en Inde, toute seule, à l'aventure. Et ce voyage a été absolument magique. Jamais j'aurais pu planifier ce qui s'est passé si je l'avais fait depuis ici. Et je raconte ça parce que, en fait, il y a eu un moment où effectivement, c'était plus possible. Donc, j'ai eu ce déclic et j'ai sauté dans le vide. Au-delà de mes peurs et tout ça. Les peurs, elles n'avaient plus d'importance. Et on m'a souvent dit, waouh, quel courage de partir et tout. T'avais pas... Non, j'avais pas peur. J'avais pas peur. Je sais pas, il y a eu un truc, c'était plus possible et ça me poussait. Et en fait, je raconte ça pour faire cette transition avec cette partie des interviews que j'ai vraiment aussi à cœur d'amener aujourd'hui. Le fait que justement, quand on s'autorise à vivre son dharma, à faire des sauts dans le vide, à aller au-delà de nos peurs, à oser dire tout fort des choses qui vont à l'encontre du narratif médiatique et à se prendre des claques pour ça. Et que c'est juste par rapport à nous, très souvent, on est soutenu par ce qu'on veut appeler la vie, l'univers, Dieu, quel que soit ce en quoi on croit, ou même si on croit pas, je suis sûre qu'on est tous capables de repenser à notre vie et de retrouver des exemples où, quand on s'est mis dans une action, une action qui nous semblait juste et alignée, on a été soutenu. Le filet est apparu, les ailes nous ont poussé dans le dos, la bonne personne est arrivée au bon moment, l'opportunité s'est présentée sur un plateau. Je ne sais pas si ça te parle, et en tout cas, si c'est le cas, est-ce que tu aurais justement des partages d'expériences à faire sur ces sujets-là qu'on peut résumer en le terme de synchronicité, en fait, qui se présente lorsque on s'autorise vraiment à vivre son dharma. Oui, en fait, ma vie, les grands tournants de ma vie ne se sont faits que comme ça. Hein. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est pas de la théorie. Moi, la théorie, ça va un moment, mais je suis quelqu'un de très pragmatique, donc il faut que... voilà, il faut qu'on voit tout de suite. C'est pour ça que je m'ennuyais tout le temps sur les bancs d'école. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est de nouveau, c'est une loi universelle. C'est-à-dire que souvent, les gens se disent, mais comment savoir si mon choix, il est bon pour moi? Alors, on est, maintenant qu'on parle, on est plus d'une bonne grosse centaine de personnes ensemble. Donc, les personnes qui se disent, mais comment savoir si ce que j'ai envie de faire, c'est bon pour moi? En fait, il y a une seule façon de le savoir, il n'y en a pas d'autre. C'est que quand le choix est bon, juste et vrai, on ne se pose plus la question. On a l'impression qu'on n'a plus le choix. C'est comme ça. Et ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est quand c'est l'âme qui parle. Sinon, c'est le mental. Ah oui, alors je fais ma liste, les pour, les contre. Quand on est là-dedans, c'est qu'on est dans le mental. On peut vivre comme ça, il n'y a aucun souci. Sauf que ça ne sera pas forcément aussi fluide. Quand on ne se pose plus la question et que
c'est, comment dire en anglais, c'est no way. Ça peut pas être autrement que ça. Et on se pose plus la question, quel va être le prix à payer? Non, non, j'y vais. Je parle vraiment des gros. Là, on est dans des gros changements de vie, hein, parce qu'évidemment, que c'était pour se dire quelle farine j'achète à la truc, bon, là, ça va. On peut faire sa liste des pour et de contre, parce que là, il y a des farines, est-ce que celle-ci est bio, machin, bref. Tandis que là, si on change de boulot, on veut partir en Inde, on veut quitter son mari parce que il nous fait pas rire. Ma fille me demandait hier, comment on sait qu'un couple, il est amoureux? J'ai dit, ben tiens, ma chérie, il y a une seule chose sur laquelle tu peux pas tricher. Un couple amoureux, quand ils se regardent, ils rient. Ils ont les yeux du rire. Et ça, je me suis dit, waouh, ça, on me l'a soufflé de je ne sais pas où, parce que je me suis jamais posé la question. Mais c'est ça, c'est fluide. Donc après, on peut faire semblant de plein de choses dans la vie. Mais effectivement, les grands choix de vie, c'est comme ça. La vie nous met tout sur le chemin. Alors moi, tu me demandes un exemple, je te donne celui que je donne dans la formation de réplique quand je parle de ça. Il y a un chapitre sur la loi de l'attraction, mais sur le malentendu de la loi de l'attraction. Parce que le problème de la loi de l'attraction, c'est que les gens se disent ça marche pas, parce qu'ils pensent à ce qu'ils veulent. Et effectivement, en tant qu'on pense à ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on veut. Ça, je l'explique en long, en large, mais c'est pas le propos. Mais dans ce chapitre-là, j'explique effectivement une partie de ma vie où moi, j'ai été justement dans une période où j'étais malheureuse. J'ai eu un enfant avec un homme qui m'a trompée, qui avait une double vie. J'ai appris ça. J'avais un bébé elle avait 2 ans et demi, ma fille. Et puis un jour, j'apprends que j'avais été si malheureuse parce que, en fait, la personne avec qui j'étais était là physiquement, mais dans sa tête était ailleurs. Et ça faisait 1 an qu'il avait une double vie avec une autre femme. Ce qui est absolument banal. Hein. J'ai absolument pas, de nouveau, l'exclusivité sur ce genre d'histoire parce que c'est d'une banalité. J'aurais aimé dans ma vie pouvoir échapper à ce genre de vaudeville absurde et bête comme tout, au moins d'avoir. C'est le grand problème des êtres humains, c'est que justement personne ne prend sa responsabilité à dire bah, écoute, finalement, je m'emmerde dans ma vie, je vais ailleurs, je pars. Si tout le monde avait fait ça depuis le départ, il n'y aurait pas eu autant d'histoires entre les couples. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de sauver ma vie de couple parce que j'avais un enfant, évidemment. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait pendant plus d'1 an pour essayer de comprendre, évidemment, parce qu'une femme, elle se remet en question. Hein, les femmes culpabilisent, ça c'est la grande spécialité féminine. Et Instagram, c'est un réseau, il y a beaucoup de femmes. Donc je pense qu'on a beaucoup de femmes avec nous qui doivent se reconnaître. Parce qu'une femme, c'est toujours en train de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors qu'elle peut se prendre des coups dans la figure. Elle continue de se dire que c'est peut-être elle qui les a attirés. Hein. Dans une certaine mesure, on peut débattre sur le sujet, mais il y a quand même il y a quand même à un moment donné des choses qu'il faut replacer au milieu du village, comme j'aime bien dire. Et donc, à ce moment-là, on avait acheté une maison ensemble. Évidemment, comme beaucoup de couples, on achète la maison ensemble, donc évidemment, on est quand même aussi liés avec toute une série de paperasses. Et au bout de plus d'1 an, j'avais tout mis dans tous les sens, ça n'allait pas. Et je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Parce que moi, je veux vraiment rester dans le même quartier où j'étais. L'école de ma fille me plaisait beaucoup à ce moment-là. C'était une école particulière avec une pédagogie qui était moins pire que les autres, on va dire ça comme ça. Et j'avais pas du tout les moyens pour reprendre cette maison toute seule. C'était vraiment hors de mon budget. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche complètement. Peu importe où j'irai. C'est terminé. Et bien, 4 jours plus tard, j'ai trouvé une toute petite maison qui était dans mon budget. Je pense que j'ai été tellement ferme que j'ai dit à la personne avec qui j'étais à l'époque, écoute, ça m'est complètement égal tes histoires, tu reprends la partie de ma partie de la maison et tu me libères. C'est quelqu'un qui avait largement les moyens, ce qui n'était pas mon cas, toute seule. Donc du coup, ça s'est fait comme ça en 4 jours. Ça a été tellement fort, pour moi c'était non négociable. Et donc c'est pour ça qu'on parle toujours de messages. Donc quand on parle avec des mots, on parle du paraverbal avec la gestuelle, mais personne ne parle du message énergétique. Et ça pulvérise tout, parce que c'est hors espace, hors temps. C'est quantique. Ouais. Et vraiment, c'est là où c'est très subtil, mais c'est d'une puissance à toute épreuve. Tu pulvérises tous les obstacles comme ça, mais il faut être aligné, il faut être hors de la peur. La peur n'existe plus à ce moment-là. On est dans ce qui est de plus
euh, lâcher prise au monde. Je vois juste une personne qui demande quelle pédagogie. C'est la pédagogie Montessori. J'avais mis ma fille, en fait, j'avais choisi mon lieu de vie en fonction de l'école dans laquelle je voulais qu'elle aille. Et donc, c'était un quartier un petit peu en dehors de la ville. Et j'ai tout fait pour habiter à côté de l'école parce que j'avais envie qu'elle passe pas sa vie dans la voiture. Donc voilà, j'ai tout fait comme ça jusqu'au jour où on se rend compte que tout s'écroule. Bah voilà, tout ce qu'on pensait, on construit sa famille, tout fout le camp et on se dit, mais attends, j'ai tout fait pour que elle soit dans ce quartier-là, pour son école. Je veux rester là. Voilà, c'était à l'époque parce que j'avais, on va dire, géographiquement des contraintes aussi par rapport à mon lieu de travail. Ma vie a énormément changé depuis. Donc, je pourrais travailler d'où je veux. Je n'ai pas besoin d'être à un lieu spécifique. Mais voilà, tu vois, ça, c'est un exemple où, en 4 jours, bon, c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas le marché immobilier à Genève ne se rendent pas compte, mais c'est comme chercher un truc à Paris qui correspond à un budget ridicule, bien placé, enfin, avec tous tes critères, tu vois. Improbable. Et en fait, les gens qui avaient réservé la petite maison en question, c'était désisté. Juste 4 jours avant, probablement, c'était tout frais. Peut-être qu'ils se sont même désistés le jour où j'ai pris ma décision. On ne saura jamais. Ouais. Quoi qu'il en soit, voilà, ça a été d'une facilité déconcertante. Ouais. C'est tellement intéressant que tu utilises cette notion d'énergétique parce que c'est quelque chose que j'ai compris vraiment avec la crise et que j'ai formulé moi, l'importance de la posture énergétique. On parle forcément de posture quand on est sur un tapis de yoga, mais la posture intérieure de se sentir tellement droit dans ses bottes, quel que soit ce qu'on nous envoie, ce qu'on nous amène, tac, je suis ancrée et effectivement, je pense quand tu as cette posture énergétique intérieure et qu'en plus tu le verbalises, eh ben, c'est des messages très très forts et la vie répond à ça. Donc merci, c'est un bel exemple de synchronicité et c'en est un parmi 1000. Je suis sûre que tu en as plein d'autres des synchronicités. Moi aussi, je fonctionne que par l'expérimentation et j'en ai à foison des histoires à raconter. Mais ouais, je suis vraiment convaincue de ça, que quand on est en phase avec nous-mêmes et qu'on a cette posture énergétique forte, la vie nous répond, la vie nous soutient et les choses se font de manière fluide. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de mauvaises journées, de mauvaise humeur, de quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose quand même, cette connexion à cette confiance aussi en la vie et à quelque chose de plus grand qui aide à avancer sur ce chemin du Dharma. Ça, tu le ressens bien aussi avec le thème de l'accouchement, parce qu'on est obligé d'aller. Je voulais y venir avant que Oui, parce qu'à ce moment-là, on est obligé d'être connecté. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas un sou de spiritualité, s'il réfléchit un peu à ce qu'il est en train de vivre, à ce moment-là, que ce soit un partenaire ou la femme qui accouche, il ne peut pas se dire que c'est juste carré dans la matière. Il y a quelque chose de dingue. Et tu vois, quand j'étais enceinte, j'ai commencé à fouiller dans la médicalisation des grossesses, qui a été aussi la deuxième boîte de Pandore que j'ai ouverte de ma vie. Et à ce moment-là, je me dis, bon, très bien, je vais parler avec Julie Bonaparte et Karine de Quantique Mama, qui travaille énormément sur l'aspect du vortex de la naissance. Et à ce moment-là, je me dis, je vais parler avec elle. Mais je lance ça dans l'univers. Bah, je me suis retrouvée, même pas un mois après, à faire des séances de travail voilà, avec ces femmes-là, sans avoir cherché à les contacter, puisque ce sont elles qui m'ont contactée, alors que j'avais pas encore parlé de la médicalisation des naissances. Tu te rends compte? C'est dingue, parce que j'étais vraiment en train de travailler en secret. Et un jour, Pascal me dit, ah, tu as reçu un mail d'une Julie Bonaparte, parce qu'il est français. Je dis, quel Bonaparte? Il me dit oui. Il me dit oui. Elle voulait t'écrire par rapport à tes vidéos que tu fais avec Sylvain. Parce qu'ils sont québécois. Et voilà, j'ai dit ok, alors génial. Et en fait, elle ne savait pas que je voulais lui parler et que je travaillais là-dessus. Rien à voir, elle voulait me contacter pour un autre sujet. Donc, tu vois, il y en a plein des histoires comme ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Ouais. Moi, j'étais vraiment super contente de t'entendre parler aussi de tout ce qui touche à la naissance, parce que je suis maman aussi, j'ai 2 petites filles, et que j'avais super envie d'accoucher naturellement, de mettre en pratique toutes ces techniques de yoga, de méditation qu'on m'avait appris. Et j'habitais à côté à l'époque de l'usine à bébés de Marseille.
J'habitais à Marseille à l'époque. Et donc, c'était une évidence pour tout le monde que j'accoucherais là-bas. Et j'avais dit, bah, non, en fait, j'ai envie de chercher une maison de naissance. Enfin bref, je te la fais très courte. Bon, la petite histoire, c'est qu'il se trouve que j'ai eu des bébés en siège et donc je n'ai pas pu vivre ces naissances naturelles. Mais ça a été un processus vraiment intéressant à nouveau d'avoir cette posture, cet ancrage énergétique en moi, de voir les réactions des autres et aussi de réaliser à quel point, encore une fois, bah, on marche sur la tête pour tout ce qui touche à la grossesse, à la mise au monde, à... Tu as eu deux filles jumelles ou deux grossesses Non, différentes? non, non, deux grossesses différentes. Ouais. Parce que ça aussi, hein, tu parles du siège, mais ça, alors déjà, premièrement, accoucher par voie basse à la maison en siège, c'est devenu un des critères qui fait qu'on ne peut pas. Ouais, en maison de naissance, Alors, c'est considéré alors que, zéro risque. voilà, alors qu'en fait, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est pas d'accoucher en siège. Le problème, c'est que les sages-femmes n'ont plus d'expérience. Ouais. Elles ne savent plus Ouais. accompagner ce genre d'accouchement parce qu'il n'y a plus, de pratique sur le terrain. Au Brésil, 80% des femmes accouchent par césarienne. Donc les femmes ne savent même plus comment un bébé sort par un vagin. Pour elles, c'est pas possible. Ça sort parce qu'on coupe et puis on sort le bébé comme ça. Donc le siège, c'est devenu un facteur de risque dans notre culture, alors que ça n'a jamais été un problème pour les femmes qui connaissaient, parce que justement les femmes étaient mobiles. Évidemment, pas sur le dos, hein, mais les femmes étaient mobiles. Et aussi, un bébé se retourne jusqu'au dernier moment. Ouais. Jusqu'au dernier moment, un bébé peut se retourner sans qu'on aille besoin de faire des versions et toute une série de choses. Après, ce qui est difficile pour une femme, c'est de sortir de sa fichue programmation. On est programmé à avoir peur. On nous fait peur depuis qu'on est enceinte. Depuis le test de grossesse, ça commence, hein, la parano. Alors, c'est vrai que quand on arrive en fin de grossesse et qu'on n'a pas un entourage soutenant qui est aussi, on va dire, informé, évidemment, parce que ça joue. Hein. Pour soutenir, il faut déjà savoir et sortir de la peur. Hein. La connaissance libère, c'est ce que je dis tout le temps. J'imagine que c'est hyper difficile de se dire non mais moi je viens toute confiante parce que moi je me suis préparée. Oui, mais il faut que le conjoint soit dans la même énergie, parce que le problème c'est que la peur autour d'une femme qui accouche, c'est contagieux. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'une femme qui accouche, elle a tous les canaux qui sont ouverts, pour autant qu'elle ne soit pas perturbée par des substances chimiques évidemment, hein. Mais si on laisse la nature faire, c'est dingue. Elle est capable d'entendre des trucs qu'elle n'entendrait pas en temps normal, de percevoir des odeurs que jamais on perçoit, parce que ça, c'est scientifiquement prouvé. Hein, que quand le cerveau s'éteint, le néocortex, eh bien, on a plus d'odorat. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Hein, mais tu vois, encore une fois, on ne permet pas aujourd'hui aux femmes comme toi, tu le disais, de pouvoir vivre une expérience parce qu'on dit oui mais ça c'est à risque, voilà, c'est plus simple, mais tout est gangréné, hein. Il y a vraiment un travail colossal à faire pour se réapproprier la naissance. C'est énorme la programmation qu'on a dans notre culture. Ouais, le thème de responsabilité dont tu parlais tout à l'heure, en fait, de reprendre la responsabilité de notre vie. On a parlé d'hygiène de vie, de la façon dont on se nourrit dans tous les sens du terme, de la façon dont on donne la vie. Et en fait, on a tout à réapprendre dans une société qui marche complètement à l'envers, en fait, et qui fonctionne sur la peur, le mensonge et la corruption, pour résumer en quelques mots. En fait, tu sais, on parlait de faire des choix tout à l'heure. Et quand je disais que tout est lié, quand il y a un tableau, en anglais on dit the big picture, la vue d'ensemble. Là, je vais donner un exemple très concret de ce qu'est la vue d'ensemble quand on commence à étudier toutes les aberrations de notre système, de notre culture à travers les âges. Quand on sait que dans le domaine de la naissance, nous, on a oublié parce qu'on est adulte maintenant, mais on a été un bébé et on a été dans un utérus aussi. Et le premier choix qu'on a fait avant d'arriver sur Terre, c'est quand j'ai envie de naître. Ça, c'est le premier choix que l'âme, elle fait dans son incarnation terrestre. C'est à quelle heure, quel jour et à quel moment je choisis de naître pour avoir une certaine constellation sur ma tête. Alors ça, c'est moi qui me le dis.
Mais on peut imaginer que même si on ne s'intéresse pas à la position des astres, au moins, c'est le bébé qui décide que l'accouchement se fera à ce moment-là. Et on n'a fait que de reculer la date prévue d'accouchement et raccourcir le temps de grossesse. En gros, on est passé de 43 semaines d'aménorrhée à maintenant à 37 semaines d'aménorrhée. On dit aux femmes, bon, ben, en gros, ça sert à rien. Parce qu'à partir de 36-37 semaines d'aménorrhée, de toute façon, le bébé, il est viable. Donc, autant le sortir. À partir de là, on utilise des hormones synthétiques comme l'ocytocine de synthèse. On en parle en long en large dans l'émission Faux Départ, qu'on retrouve d'ailleurs sur mon profil Instagram. Et on bypasse complètement le premier choix du bébé. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais maintenant tu sors. Ça nous est complètement égal ce que tu penses, tu sors. Et je rigole parce que c'est tellement terrible quand on réfléchit à cette violence que j'en arrive au moment où je me dis c'est tellement absurde, ça n'a aucun sens. Tout ça parce que voilà, on a des perroquets, des médecins qui sont des perroquets, qui continuent de faire des perroquets parce qu'on leur a appris dans les études, comme nous, on nous apprenait au cours d'histoire à apprendre des dates par cœur, mais ils répètent, ils font confiance. Alors prof, on répète. Et voilà, et donc des femmes qui se disent oui, je vais écouter celui-là parce qu'il sait mieux que moi, parce qu'il a une blouse blanche. Et puis le bébé, il arrive sur Terre, et déjà, son premier choix dans la vie, on lui a dit ferme ta gueule. Comment voulons-nous aller sur une société où on est responsable de ses actes si déjà le premier choix, dans la majorité des cas, il est induit? Ouais. Ça commence là. Donc voilà pourquoi c'est important aussi de savoir ça. Même si on n'est pas en train d'accoucher, même si on n'a pas envie d'avoir des enfants, on a été un bébé. Ouais. Et quand on est sorti, dans la plupart aussi des protocoles hospitaliers, on a reçu ce contact avec l'ocytocine de synthèse. L'ocytocine, c'est la joie. Tu disais se mettre en joie. Combien il y a de personnes qui ont des capteurs abîmés d'ocytocine? Parce qu'on sait que ça agit sur l'épigénétique, ça. Donc, encore une fois, il y a des enfants qui sont dépressifs. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils sont dépressifs, ces enfants. Pourquoi dans ma vie, j'arrive pas à être en joie? Pourquoi je me sens toujours qu'il y a un truc? Peut-être que tout simplement, mes capteurs d'ocytocine, ils sont défaillants. Et c'est pas de ma faute. Donc, il y a des fois des choses qu'on apprend quand on va explorer des domaines improbables, comme celui de la médicalisation de la naissance. Et moi, cette grossesse, la deuxième, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas à être enceinte. Et je pense qu'on m'a mis cette expérience-là sur mon chemin pour que j'aille fouiller. Et le problème, c'est que quand je fouille, après je partage parce que c'est important de le savoir. Ouais. Bon, je pourrais parler vraiment encore des heures sur tous ces sujets passionnants. Mais vraiment, je ne veux pas abuser de ton temps. Et tu as déjà partagé tellement de choses. Et vraiment, j'espère que ce qui ressortira de cette interview, c'est l'importance de réaliser qu'on a toujours le choix, en fait. Et qu'on est les seuls responsables de notre vie et que d'oser apprendre à écouter ce qui est juste pour nous, ça peut être déjà un super bon départ. Est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil justement pour inviter les personnes qui nous ont écoutés en live ou en replay sur comment se mettre en chemin, le chemin de leur vérité, de leur dharma à eux? Disons que je pense que la première des choses, c'est d'être honnête avec soi-même. Parce qu'il y a une grande différence entre vivre en harmonie avec qui on est et courir après un idéal de qui on aimerait être. Déjà, c'est la base. Quand un alcoolique arrive dans une séance pour sortir de son addiction, la première chose qu'il dit, c'est « oui, j'ai un problème avec l'alcool ». Alors moi, j'ai jamais aimé l'alcool parce que de toute façon, je tombais malade. Enfin, je vomissais avant de pouvoir être ivre, donc j'ai aucun mérite. Mais disons que c'est la première démarche à faire. C'est d'être honnête avec soi-même et de se dire, déjà, si on a envie de commencer un certain chemin, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Il y a un moment donné dans notre vie, il faut aussi se dire, quel est l'état des lieux de ma vie? Donc, avant de vouloir mettre les baskets et puis marcher sur son chemin de vie, je pense qu'il faut déjà s'asseoir sur le banc à l'entrée, pieds nus, et de faire un petit état des lieux de sa vie et de se dire comment serait ma vie si j'avais pas peur? Voilà. J'ai envie de finir avec une question parce que moi, mes conseils, les meilleurs, ce sont toujours des questions. Ouais. Voilà. J'adore. Génial.
Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour tout ça. Est-ce que tu veux partager pour terminer ton actualité du moment? Tu en as évoqué certaines. Voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans quel projet tu es amené à avancer sur ton dharma dans les semaines, les mois à venir? Eh bien, on me retrouve alors sur Instagram, puisque ce live est fait sur Instagram, mais il suffit d'aller sur la bio et puis il y a le lien. Alors, on retrouve tout ce qu'on fait, donc les vidéos, on les retrouve une partie sur Instagram, mais on est limité à 60 minutes, puis on ne publie pas tout là. Donc, sur notre site emmacreuzy.com, c'est ce qu'il y a de plus fiable parce que tout est référencé par catégorie. Encore une fois, c'est chaque fois une pièce du puzzle, hein, donc, voilà. Il y a aussi les podcasts qui sont faits. Et maintenant, nous, on continue tout notre travail, on va dire, d'information globale. Hein. Ça ne va pas être des actus chaque jour. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de prendre du recul, pouvoir mettre du sens à tout ça. Et on a un livre, je suis en train d'écrire un livre, un deuxième bouquin. Cette fois, c'est sur la médicalisation des naissances, ou se réapproprier la naissance. Donc ça, c'est vraiment un gros projet, puisqu'on a eu beaucoup de demandes avec l'émission Faux Départ, que je continue avec certains invités qui changent. Bon, on a la famille Bonaparte, ils continuent d'être là. On a eu beaucoup de messages, d'emails de femmes qui nous ont demandé d'avoir vraiment quelque chose de concret, que ce soit en livre, que ce soit en formation, en webinaire, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore mis à disposition des gens, parce que c'est en train d'être préparé. On a effectivement une formation qui est en préparation. On en a une qui est déjà sur notre site. Et puis, on n'arrête jamais, puisque on passe notre temps à enregistrer. Et puis Pascal, qui est mon conjoint, il fait le montage. Donc maintenant, on a tout un nouveau style de vidéo qui va sortir, et la première est en préparation là. Je parlais de court-métrage tout à l'heure. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est des vidéos qui durent 20 minutes à peu près. C'est vraiment court, mais où on synthétise en fait des clés de compréhension, que ce soit sur le domaine de l'ingénierie sociale. Ça fait souvent peur aux gens parce qu'on dit oulala, c'est rébarbatif, mais en fait, on est tous dans une espèce de marmite. Et puis, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui comprennent ce qu'on met sur leur tête, et puis il y a ceux qui ne voient pas. Et en fait, notre but, c'est de dire aux gens, c'est pas parce que tu t'y intéresses pas que ça n'est pas dans ta vie, en fait. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est très important. On avait sorti une vidéo comme ça en novembre 2020 qui a fait plus d'1,5 million de vues en l'espace de 4 jours sur YouTube. Ma chaîne YouTube a été supprimée à Noël 2020. On avait 115 000 abonnés en 9 mois. C'était énorme. Et on a refait. Maintenant, on est de nouveau sur YouTube. Donc, on peut me retrouver, mais il faut aller dans les liens de la bio d'Instagram. Donc, voilà, on publie pas tout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a vraiment un site qui est béton derrière. Et puis, les gens peuvent et pourront toujours télécharger nos contenus gratuitement en MP4 ou en MP3 s'ils veulent du podcast sur notre site, et les reposter et en faire ce qu'ils veulent, parce que ça ne nous appartient pas en fait. Nous, voilà, on va dire que 99,9% de ce qu'on fait est gratuit et en open source. Donc, c'est important pour nous que les gens puissent venir piocher. Et puis après, le reste, tout ce qui est formation et bouquins, ça, il faut venir de temps en temps voir. Ou s'abonner à notre newsletter, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, comme ça, il y a toutes les actus qui sortent chaque semaine. Génial. Waouh, quelle actualité débordante, franchement. Je me souviens quand tu as annoncé il y a peu, enfin moi j'ai appris il y a peu que tu écrivais un livre, je me suis dit mais elle est incroyable avec un bébé et tout déjà, tout ce qu'elle fait, donc vraiment génial. Mais quelque part, c'est aussi ça quand on vit son dharma, parce que ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on est nous nourrit tellement que ça nous donne de l'énergie. Donc j'imagine que tu viens puiser là-dessus parce que tu es juste à ta juste. Mais encore une fois, je précise, parce qu'il y a une personne qui demande quand le livre va sortir. Alors moi, je me suis engagée à ce qu'il sorte au mois de juin, parce que juillet, août, en fait, j'ai envie de passer l'été à faire des vidéos justement en direct aussi, pour répondre à des questions, vraiment pour me consacrer aux femmes. Ça fera 1 an que j'étais sur le point d'accoucher aussi. C'est une énergie particulière, en plus l'été, donc
voilà, j'ai consacre juillet, août vraiment à répondre aux questions. Donc le livre, il sortira en juin au plus tard, je m'engage, même si c'est très hard de l'écrire parce qu'il est technique au niveau des sources. Mhm. Mais effectivement, j'ai besoin de préciser que je ne suis pas une superwoman et ce que je disais au tout début de cette vidéo, qu'on se compare. Alors, je ne veux pas que les gens pensent que c'est facile ou que ben, j'ai pas de soucis dans ma vie et que tout va bien et qu'ils sont pas au top parce qu'ils sont pas capables d'avoir un bébé, d'écrire un livre, de faire des vidéos, des machins. Parce qu'en fait, c'est toute une organisation comme à l'armée et il y a des jours où je me tape la tête contre les murs parce que ça avance pas comme j'aimerais. Voilà, c'est pas simple, hein, parce que Mhm. on peut imaginer que ah bah c'est super, elle fait son livre, elle fait son machin, waouh. Il n'y a pas de waouh en fait, mais c'est Ouais. beaucoup de sacrifices. C'est vrai que du coup j'ai- je vis dans mes quatre murs, quoi, comme une sauvage, pour changer. Ouais, et puis que à toi, ton dharma, c'est ça, et ça passe par un livre, et par un bébé, et par des projets vidéo, mais ça, c'est toi, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement en faisant quelque chose complètement différent et voilà, qui est moins public et moins visible, en fait. Donc, vraiment, chacun sa vérité, chacun son dharma, et l'important, c'est à nouveau de venir s'écouter, être C'est honnête ça. euh, avec C'est nous-mêmes. ça. Et puis d'être bien, parce que finalement, c'est ça, hein, l'important, c'est à la fin de sa journée, d'être satisfait de ce qu'on vit. Et pour moi, c'est pas question de faire autrement, en fait, hein. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai ce style de vie à 1000 à l'heure, parce que j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de tout. Je me dis toujours que j'aurais pas le temps dans cette vie-là de faire tout ce que je dois faire. Mhm. Donc je n'ai pas le temps. C'est un grand problème pour moi. J'ai toujours cette sensation que je n'ai pas le temps. Le temps presse. Alors, bah, sur ce, je ne vais pas te retenir plus. Je suis sûre que tu as plein de choses à faire. Merci encore infiniment de m'avoir consacré cette heure et quelques. Avec plaisir. Vraiment, c'était passionnant. Et puis, bah, écoute, all the best pour tous ces beaux projets et pour ouais, tout ce que tu as à, ouais, à accomplir et à transmettre. Merci beaucoup pour ton interview très agréable et bah, je te souhaite plein de meilleurs et toutes les personnes aussi qui étaient avec nous. Bien sûr. Ouais. Et, et continuons, ne lâchons rien. Ouais, absolument. Et je mettrai le replay euh, Oui, incessamment. Voilà. à Merci bientôt. beaucoup, Emma. À bientôt. Bonne Au journée, revoir. tout le monde. Salut.